Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle preview. Et aujourd'hui, c'est au tour des champions en titre d'être passés au crible, au peigne fin. Et aujourd'hui, je suis avec Clément de Seahawks France. Comment tu vas, Clément? Salut Tristan, bah écoute, ça va très bien, très content de vous retrouver parce que déjà, ça veut dire que proche, c'est bientôt la fin de l'été, mais non, ça va très bien, toujours le sourire du champion. Donc voilà, très très content d'être ici avec vous pour discuter de cette saison à venir et de la saison passée. Ouais, pareil, trop content. Et je suis aussi en compagnie de Edgar, que vous connaissez maintenant très très bien, je pense, sur cette chaîne. Eh ben ouais, merci pour l'invitation. J'avais pu faire la preview, j'avais eu la chance de faire la preview avec vous l'année dernière, donc bah, on remet ça cette année en vous souhaitant évidemment la même saison. Moi, je pense que tu nous as porté chance l'année dernière, Edgar. Donc, Ouais. très très content de refaire cet épisode avec toi aussi. Je pense qu'il y a une Euh, grande. ouais, bah ouais. En plus, tu nous avais apporté, des points de vue, qu'on n'avait pas forcément, je me souviens que tu avais mentionné, plus en détail que nous, l'arrivée, de Demarcus Lawrence qui avait quand même, Oui. je pense 33 ou 34 ans déjà l'année dernière et ça a été, comme tu l'avais, envisagé, une arrivée, qui avait fait, quand même, pas mal de bien. Donc petit retour sur la saison passée. J'imagine qu'on n'a pas besoin de trop épiloguer, puisque, bah, ça pouvait pas, on va dire le scénario ne pouvait pas être, plus beau. Clément, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de toi? Comment tu l'as vécu? Est-ce que à partir de quand tu commençais à espérer? Et voilà. Bah, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'on avait été positif, il me semble, quand même, à la preview de la saison Ouais. passée. Après, on s'était peut-être pas projeté sur un Super Bowl. Moi, il me semble, on était plutôt parti sur une élimination en divisional et une grosse saison à venir en 2026. Donc ça, c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué avec Tristan dans nos échanges, mais finalement, on a l'impression que cette équipe gagne pas forcément attendu la saison dernière. Après, quand est-ce qu'on a commencé à comprendre que c'était réel? Je pense que moi, j'avais noté, notamment dans les moments marquants, le retour de bye week. On commence à comprendre que cette équipe est un rouleau compresseur. En fait, ce qui m'a beaucoup impressionné l'année passée, c'est vraiment le moment. En fait, elle gagne contre qui elle doit gagner. Elle perd de peu quand elle perd. Donc après, il y avait toujours cet inconnu finalement vis-à-vis des Rams sur ce que ça donnerait en playoff. On a eu ce double affrontement en saison régulière assez épique. Donc oui, j'ai commencé à partir de la victoire contre les Rams. Je pense j'ai commencé à vraiment me projeter sur le fait d'accéder au Super Bowl. Avec bien sûr cet obstacle, hein. Moi, je pense que plusieurs fans des Seahawks, dont je fais partie, ont un peu ce blocage psychologique avec les Rams, hein, parce que c'est une équipe qui nous réussit très peu, qu'elle soit forte ou bonne dans les deux cas. On a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, on va finir par perdre ces matchs. Donc non, j'ai commencé à me projeter un peu plus à partir de ce moment-là. Non, mais Ouais, je sinon, le pense sentiment que de la saison passée est vraiment pareil. très positif. Ouais. Ouais, à peu près pareil, moi, c'était la même période. Du coup, bah, en termes de satisfaction, c'est sûr que, ça fait vraiment, beaucoup de bien en tant que supporter d'une franchise de voir son équipe aller au bout et c'était, je trouve, une très, très belle histoire, ne serait-ce que sur le parcours, des équipes qu'on a affrontées en playoff, les 49ers, puis les Rams, les 2 équipes, qui sont dans nos 2 plus gros rivaux de division sur les dernières années et des équipes qui nous avaient éliminés en playoff, plusieurs fois, sur les 10 dernières années, on va dire. Et puis un peu le revenge game, pour les fans en tout cas, au Super Bowl contre les Patriots, qui a peut-être, cicatrisé des blessures, de longue date pour, beaucoup de fans de Seattle. Est-ce qu'il y a Je, je- un
Ouais, dis-moi. Ouais, j'avais juste demandé, c'est pas pour toi, mais moi j'ai toujours du mal à réaliser cette victoire. Et je pense que c'est aussi parce que finalement, si on enlève le triptyque face aux Rams, qui est absolument épique et qui fait partie des meilleurs trios de matchs, je pense, de l'histoire de la NFL, enfin qui se met en tout cas dans cette place des grosses rivalités, et ben finalement, on n'a pas trop stressé. Enfin, si tu reprends la saison a posteriori, en fait, il y a tellement un nombre de dominations sur les matchs, et même finalement lors du big game, tu stresses parce que c'est ton équipe, etc. Et finalement, tu es tellement facile, même en playoff, par rapport aux Rams, que je sais pas, ça me fait vraiment une sensation bizarre aujourd'hui. Ouais, bah je partage un petit peu ce point de vue. Ouais. Du coup, Edgar, j'en profite que tu es là pour avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui n'est pas supporter des Seahawks. Toi, c'est quoi pour toi le moment marquant de la saison des Seahawks en 2025? Ouais, le moment marquant, je sais pas si j'en ai un en particulier, mais en tant que, on va dire, fan extérieur de NFL avant tout, moi, c'est surtout l'impression que vous m'avez fait, on va dire, bah, comme disait un peu Clément, crescendo tout au long de la saison. Au début, il y avait un peu ce côté surprise, enfin pas surprise, mais ce côté où vous arriviez très bien, très en forme, etc. Et tu vois, si je compare par exemple, un tout petit peu avec les Colts, par exemple, tu vois, on avait bien démarré aussi, et après, tu vois, il y a eu blessure et d'un coup descente. Là où vous, en fait, vous êtes resté constant et avec une certaine domination, voire facilité dans certains matchs. Je veux dire, en fait, les matchs où vous étiez favori, vous deviez gagner. En fait, dès le premier drive, pardon, le deuxième, en fait, tu comprenais que vous alliez gagner le match parce qu'il y avait une éthique de travail, une défense agressive, etc. Et limite, à des moments, on pouvait remonter à un peu quand moi j'ai commencé à regarder la NFL, tout ce qui était Legion of the Boom, etc. Tu avais ce côté défense ultra agressive, beaucoup de turnovers récupérés et une attaque derrière qui fait le job, un Sam Darnold qui revit. Donc en fait, non, il y avait ce côté. En fait, tu voyais que l'équipe se construisait et avançait dans la même direction. Et c'est ça qui était intéressant à voir, même en tant que fan extérieur des Seahawks, parce que bah, quand tu vois une équipe qui réussit, tu te dis qu'elle a travaillé pour ça et c'est avant tout c'est le but de chaque équipe. Et puis, bah, après, ouais, comme a dit Clément, les matchs contre les Rams, c'était les meilleurs matchs de la saison, limite le 38-37 en overtime. C'était des matchs un peu irrespirables, etc. Et du coup, il y a vraiment ce côté où, bah, une fois que vous arrivez en playoff, il y a ce statut de favori. Et bah, c'est là où vous avez su le faire respecter. Je ne me souviens plus exactement de tous les scores et de votre parcours en playoff. Mais en fait, bah, vous jouez Bah, San c'est un Francisco, vous rejoignez les 41-6, Rams il me semble, contre. en le match 6. de Ouais. conférence et puis après le Super Bowl. Et non, bah, on voit déjà contre San Francisco, ça a été une démonstration où vous avez montré que bah, même après une bye week de wildcard, vous étiez en pleine forme à domicile. Et puis, si je me souviens bien, le match a bien démarré. C'est ce match-là où Rachid Pour Shaheed Rachid fait. Shaheed, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Exactement, sur le coup d'envoi. donc, Ça a fait des frissons. C'était quoi le Speedquake, je crois que ils l'ont appelé comme ça. Euh, Exactement, ouais. la Les, version et les, fu- rapide du Bisquake. les fumées du mais show qui voilà, n'étaient donc, pas encore levées sur le stade. Mm, tu mm. as des moments, et tu vois, limite, ça pourrait être ce moment où je me suis dit, ouais, bah là, va falloir aller les chercher. Parce que tu avais ce côté où bah, Rachid Chaïd, pareil, il démarre pas la saison chez vous. C'est Ouais. quelqu'un qui arrive en milieu de saison de la Nouvelle-Orléans. Et tu te dis, bah, même en intersaison, tu as eu des petits mouvements qui étaient sympas. Et puis surtout, en fait, tu avais cette défense qui, je pense, au bout d'un moment, pour certaines équipes, est devenue, en fait, enfin, c'était trop gros dans leur tête, quoi. Tu avais cette défense et tu sais pas comment tu vas pouvoir éviter même de faire un turnover dans le match, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que cette défense, on va en parler au moment qu'on abordera un peu les forces et les faiblesses de l'équipe pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que la saison 2025 a été couronnée de succès. Et du coup, ce qui nous intéresse maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir, avec les départs, les arrivées, enfin, le petit changement de coaching staff aussi au poste de coordinateur offensif, au poste de running back coach et tout ça, il y a certains. Il y a un nouveau visage pour l'équipe, c'est pas l'équipe de 2025. De savoir si cette version des Seahawks peut faire une aussi bonne saison
que les Seahawks de l'année dernière. Et du coup, pour ça, on va commencer par parler, de l'intersaison et donc des arrivées enfin des départs et des arrivées, pendant la free agency, puis pendant la draft. Du coup, je vous fais une liste rapide, mais au niveau des départs, on a, Kenneth Walker, le running back titulaire qui a été, nommé MVP du Super Bowl. Boye Mafe, le pass rusher, qui a vu son contrat rookie, se terminer et qui n'a pas été re-signé. Kobe Bryant, idem et Tariq Woolen, pareil, le cornerback titulaire et c'est notre free safety, un peu, qui nous a bien dépanné finalement, après sa transition au poste de cornerback, en college football. Je pense bah, c'est tout ça, c'est des joueurs de la fin de l'ère Pete Carroll, hein, de la draft 2022 qui a été un petit peu la première pierre fondatrice de ce roster, champion. Et au niveau des arrivées, pardon, on a eu, Dante Fowler, qui a joué une bonne partie de sa carrière, chez les Cowboys, il me semble. Et Noah Igbinoghene, le cornerback, qui a été drafté, je crois, par les Dolphins il y a un petit moment maintenant et qui a été, baladé d'équipe en équipe, mais qui est un athlète correct. Donc c'est pas des gros noms au niveau des arrivées en free agency. On n'a pas été très, très dépensier. Clément, est-ce que tu étais étonné de si peu d'arrivées? Est-ce que tu justifies ça par, beaucoup de talent, à re-signer déjà dans le roster? Et qu'est-ce que toi, tu penses de cette free agency déjà? Bah, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que tu disais que l'équipe de 2026 n'était pas celle de 2025, c'est clair. Alors, par contre, elle en est quand même pas très loin pour un champion en titre. On nous annonçait un peu l'enfer sur le dépouillement. Finalement, je trouve qu'on s'en sort assez bien. Si je reprends les quatre gros free agents dont on a parlé qui sont partis, Kenneth Walker aujourd'hui, bon, il n'y avait aucune chance de le re-signer à ce montant-là. C'est pas forcément la politique de la maison non plus sur les running backs. C'est plutôt un avis personnel que je partage. Boye m'a fait aussi beaucoup trop cher. Chez nous, on a plutôt voulu se centrer sur Derek Hall de notre côté. Kobe Bryant, ça restait un peu une déception aussi, mais finalement, Tai Okada a fait une très très grosse saison de notre côté, et donc on n'est pas non plus tout nu sur ce poste. Et là, moi, mon petit regret, ça reste Tariq Woolen pour le prix auquel il part chez les Eagles pour un an. Je me dis que c'est quand même un joueur qu'on aurait pu garder sans nécessairement le taguer. Donc non, là-dessus, c'est pas vraiment de grosses surprises. Je m'attendais pas spécialement non plus à ce qu'on soit très agressif sur la free agency. C'est pas forcément encore une fois la politique de la maison de faire des moves flashy. On préfère généralement aller se restructurer à la draft, re-signer des joueurs de rotation et en tout cas qui permettent d'avoir une certaine base dans le roster et de les développer. Donc non, vraiment pas une surprise. J'aimerais juste rajouter en signature qui me paraît assez importante. C'est du coup, on a eu le départ de Derek Young chez les Seahawks et qu'on a compensé avec l'arrivée de Irv Charles en provenance des Jets via un trade. Qui est pour le coup un des meilleurs gunners de la ligue en special team, et quand on sait l'importance qu'a eu la special team à Seattle l'année passée, c'était globalement la meilleure escouade de la ligue. C'est un point à pas non plus occulter. Ouais, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'il y a pas tous les noms, sur le graphique que vous voyez à l'écran. Je pense à Emmanuel Wilson aussi, le running back, Oui, qui est arrivé des Packers, qui n'est pas là. Et au niveau des re-signatures, on a, celle de Derrick Hall qui est plus une prolongation qu'une re-signature, oui. et aussi celle d'Abraham Lucas qui a eu lieu en milieu de saison dernière, mais qui, nous a fait économiser beaucoup d'argent parce que, il a fait une plutôt bonne saison au poste de right tackle. Il a Mm. enfin été, en bonne santé, quasiment toute la saison et on l'a signé pour, une bouchée de pain eu égard du marché des tackles en NFL. Toi Edgar, vu de l'extérieur comme ça, cette free agency avec, bah, des plus gros noms dans la colonne des départs que dans la colonne des arrivées, est-ce qu'elle te est-ce qu'elle te fait peur? Est-ce que tu te dis que de toute façon, Seattle a un vivier de jeunes assez, profond pour compenser, ces pertes-là? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais j'étais surpris au début de certains noms.
Après, il y en a, comme l'a dit Clément, on s'y attendait. Kenneth Walker, on savait que ça allait pas être simple à re-signer au prix où il allait être en plus, MVP du Super Bowl. C'est dommage de partir juste après, mais dans l'idée, c'est, on va dire, dans la logique, un peu, ça me choque pas à ce niveau-là. Dans les noms du dessous, je m'attendais à ce que ça bouge. Forcément, quand tu as une équipe qui est championne derrière, bah, toujours, c'est dur de garder tous tes joueurs, de garder le même roster aujourd'hui. Mais il y en a certains où je m'attendais peut-être à ce qu'ils restent, peut-être Kobe Bryant et Tariq Woolen. Après, bah, comme l'a dit Clément, hein, Tai Okada a super bien suppléé Kobe Bryant. Donc d'un côté, ça a peut-être pu aider à ce niveau-là. D'autant que bah, Tai Okada re-signe de l'autre côté. Donc c'est pas, on va dire, ça reste de la continuité. Mais je pense qu'il y a juste dans l'idée des choix qui ont été faits pour signer certains joueurs, ne pas en garder d'autres. Et avec un coaching staff qui n'a pas non plus énormément bougé, on l'a vu, il y a eu des petits changements. Enfin, on va en parler après, je pense. Mais je pense que n'importe quelle franchise doit faire des choix, surtout celle qui est la plus regardée. Donc je pense qu'on en a peut-être un peu plus parlé parce que bah, vous êtes champion en titre, donc on se dit se séparer de certains éléments, c'est compliqué. Mhm. Après, voilà, vous avez récupéré d'autres joueurs, vous avez des joueurs qui vont pouvoir remplacer, des joueurs qui ont un peu step up durant les playoffs aussi sur des reps où ils en avaient peut-être pas énormément, mais le peu qu'ils ont joué, ils se sont montrés. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence quand même. Forcément, il y en a un ou deux où on se dit toujours on peut les garder, mais c'est, comme l'a dit Clément, c'est le prix de Tariq Woolen qui est dommage. Ouais. Dans le sens où il y a eu des gros cornerbacks qui ont bougé. Par exemple, quand on peut parler de Watson et McDuffie qui en plus vont chez les Rams, mais qui sont partis des Chiefs, etc. C'est quelques-uns des premiers mouvements qui sont arrivés. Et forcément, ça a pu faire monter les prix. Et finalement, lui n'est pas parti à un prix, j'ai envie de dire, aussi élevé que ce qu'on imagine. Ouais, et puis en plus, c'est un contrat d'1 an, quoi. C'est un peu prove it deal chez les Eagles. Ouais. Moi, je sors quelques secondes de mon rôle de présentateur pour vous donner mon avis sur cette free agency. Je ne vais pas parler tant des noms, mais plus de la philosophie qui, je trouve, m'a pas du tout surpris de la part de John Schneider. J'ai eu l'impression que vraiment, c'était une évidence qui allait se passer et qu'on allait au moins laisser quatre gros noms parmi nos free agents qui quitter les Seahawks. Ça aurait pu être Rachid Shaheed à la place d'un de Ouais, ces quatre-là. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était assez évident qu'il allait jouer le jeu des pics compensatoires en 2027, puisque on peut en avoir que 4 maximum. Et donc, laisser partir plus que 4 free agents importants, c'est pas trop intéressant pour nous. En laisser partir moins, ça veut dire que éventuellement, on perd un pic compensatoire l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est dans notre situation actuelle en tant que équipe qui vient de remporter le titre, qui a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter en tant que on va dire, grande star de la NFL, peut-être pas top 10 à chaque fois à leur poste, mais on a quand même qui monte en puissance avec JSN, Witherspoon, même Byron Murphy. Donc on a quand même, enfin je pense à Charles Cross aussi, on a quand même pas mal de monde à signer sur les prochaines années et avoir le plus de capital de draft possible, c'est toujours intéressant. Et du coup, en parlant de capital de draft, je vous propose de bifurquer sur la draft de cette année, puisque les Seahawks avait initialement que 4 choix, je crois, à la draft, suite au trade pour Rachid Shaheed au milieu de la saison. Et ils se sont quand même retrouvés avec 8 rookies dans leur QV de 2026. Donc, je vais vous la faire courte. Mais au premier tour, running back Jadarian Price de Notre-Dame. Au deuxième tour, le safety Bud Clark de TCU. Troisième tour, Julian Neal, le cornerback d'Arkansas. Et ensuite, au cinquième tour, un lineman intérieur, Bo Stephens de Iowa. Au sixième tour, Emmanuel Anderson Jr., receveur slash gunner de je ne sais plus quelle fac. Puis au septième tour, André Fuller, le cornerback de Toledo. Encore au septième tour, Devin Eastern, le defensive tackle slash nose tackle j'ai oublié sa fac aussi également. Et enfin, au septième tour, Michael Dansby,
le cornerback de, je sais plus non plus, la même fac, Arizona, il me semble. Ouais. Bah Edgar, je vais te donner la parole en premier cette fois. Qu'est-ce que tu as pensé de cette QV et est-ce que ça répond aux besoins pour toi des Seahawks et est-ce que la value surtout est bonne puisque Seattle c'est quand même une équipe qui a montré elle savait construire un roster via la draft et le développer. Est-ce que tu penses que cette classe-là s'inscrit dans cette continuité? Ouais, pour moi, c'est vraiment dans la continuité. Quand j'ai vu la draft au début, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, ben, ok, certains choix, par exemple, le premier soir, le choix de Jadarian Price, j'ai un peu tiqué au début. Et après, en regardant l'ensemble de la draft, puis en regardant vos mouvements, etc., en fait, on voit vraiment ce côté, ne pas forcément se forcer à aller chercher des gens sur la free agency, mais plus miser sur, comme tu disais avant, de la jeunesse, des pics compensatoires, du développement de joueurs. Et on voit que c'est ce qui a marché ces dernières années. Comme tu disais, c'était vraiment ceux qui sont partis, c'est les restes un peu de la draft 2022. Et du coup, je me dis, c'est toujours dans cette philosophie. Donc en fait, je veux dire, est-ce que c'est les choix que j'aurais fait à certains endroits? Je me dis pas forcément, mais en fait, en lisant la philosophie des Seahawks, pour moi, ça me paraît être logique. Surtout que, pour le coup, quand tu regardes vos trois premiers tours, moi, je trouve ça très solide pour regarder pas mal du coup, le Big 12. Bud Clark, c'est un très très bon joueur. C'est pas forcément le style de joueur que je préfère, mais par contre, il n'y a rien à dire qu'il est très bon. Julian Neal, pour moi, au troisième tour, déjà, c'est un super pick. Il aurait pu partir plus tôt. C'est un très très bon joueur aussi. Donc en fait, non, quand tu regardes, on va dire les tours où tu peux avoir des joueurs qui peuvent être un petit peu starters ou jouer pour des places assez hautes dans le depth chart, c'est des bons choix. Et surtout Jadarian Price, avec la blessure de Charbonnet, en fait, tu t'assures d'avoir quelqu'un qui peut jouer dès le début. Et ça, c'est dans l'idée, c'est top. Et après, je trouve que c'est une draft qui est intelligente. Donc, non, non, c'est vraiment dans l'ADN Seahawks. Et pour le coup, en étant extérieur et en comprenant les raisons un petit peu, en me renseignant, je comprends l'idée. Après, je pense que vous en parlerez peut-être un peu mieux, mais je trouve que c'est une bonne draft. Ouais, bah Clément, je sais que t'es pas un expert de la draft. À chaque fois, tu me laisses cette partie-là. Mais maintenant que les training camps ont commencé et que tu as pu un peu te familiariser avec nos rookies, qu'est-ce que tu penses bah, du coup, plus très à chaud, mais on va dire un peu ouais, à froid de cette draft sans que la saison ait commencé pour autant? Bon, après, moi, c'est toujours mon rapport à la draft est toujours un peu le même, donc j'attends toujours de voir les joueurs sur le terrain. Après, je trouve qu'Edgar l'a très bien résumé. Moi, j'aime beaucoup le process de cette draft. Je l'ai dit au début, hein, au début, au premier tour, le pic de Jadarian Price m'a un peu surpris. L'habitude à Seattle, mais on pensait que ces temps étaient un peu derrière nous. Finalement, ça fait très sens quand on sait en plus qu'ils n'ont pas réussi à trade down, donc ils ont pris le meilleur joueur sur le board qu'ils avaient. Non, non, la logique me plaît. La logique me plaît parce qu'elle répond à des needs et elle en anticipe certains. Donc, Jadarian Price qui vient directement combler le départ de Kenneth Walker et en plus anticiper la blessure enfin, anticiper le retour tardif sans doute de Zach Charbonnet. On va chercher du monde dans le secondary exactement là où on perd des postes, donc avec Julian Neal et Bud Clark. Alors, bien sûr, ce ne seraient pas forcément des joueurs qui seront ready dès la première semaine. Je pense que c'est assez illusoire d'imaginer qu'on puisse avoir même chance qu'on a pu avoir, notamment avec Nick Emmanuel, d'être un titulaire en puissance et acteur d'un potentiel titre dès cette saison, mais en tout cas, on a des profils à développer qui sont assez intéressants, qui viennent apporter de la rotation. Bo Stevens, pareil, j'aime beaucoup le fait qu'on vienne mettre de la compétition au poste de garde, un joueur qu'on pourra peut-être aussi changer de poste si besoin. Donc non, moi, cette logique, elle me plaît. Dans la draft, on sait que de toute façon, il y a un gros facteur chance. Donc peut-être que dans 3 ans, on regardera et on se dira que en fait, il y a rien qui a marché, mais c'est pour ça que ce qu'il faut juger avant tout, je pense, c'est le process. Et moi, le process me plaît. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une draft sérieuse, une draft de champion en titre qui vient un peu combler sa rotation, anticiper les brèches. Donc moi, là-dessus, je n'ai pas de souci avec.
Ok, bah moi je vais me ranger derrière tout ce que vous avez dit, hein. De toute façon, c'était à la fois les besoins de Seattle et des joueurs qui correspondaient on va dire, aux critères, assez précis maintenant qu'on se fait enfin, que le front office, s'est fait pour, les futurs Seahawks et essayer de déceler, quels rookies seront les plus adaptés. Surtout que quand tu débarques dans un roster, de champion en titre, c'est pas exactement la même ambiance. Mm. Et du coup, juste avant de passer à la suite, il y a eu un changement au niveau du coaching staff puisque Clint Kubiak, notre, coordinateur offensif, qui n'a fait finalement qu'une seule saison chez nous, a été, débauché par les Las Vegas Raiders pour devenir leur coach, principal, leur head coach et du coup, nous avons à peine quelques jours après, avoir été couronnés champions, nous avons été à la recherche d'un nouveau coordinateur offensif et l'heureux élu a été, Brian Fleury, anciennement, assistant, de Kyle Shanahan chez les 49ers. Clément, je vais te donner la parole, sur ce segment-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Brian Fleury et qu'est-ce que tu t'attends après ce changement de visage, à un poste finalement relativement important? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, les Seahawks avaient cherché plutôt en interne à promouvoir un des coachs. Et en fait, Brian Fleury a apparemment très, très bien réussi son interview, ce qui l'a propulsé directement à ce poste-là. Euh, Ce que j'en pense, j'apprécie la volonté de continuité, finalement, continuité de la ligue de manière générale, hein, d'aller plutôt piocher dans les arbres McVay-Shanahan. De ce qu'on a entendu en plus depuis le début des camps d'entraînement, c'est que finalement, les joueurs sont déjà assez familiers de ce système-là avec une année sous Kubiak. Darnold avait l'air plutôt satisfait, avec en plus une volonté de Fleury d'insister sur les jeux qu'aime bien Darnold. Donc il me semble quand même il y a presque une certaine continuité parce que Darnold ils vont même chercher des éléments de jeu qu'ils faisaient chez Minnesota. Donc, ce qui se ressemble presque à une année 2 sous le même coaching staff. Où finalement, il a eu la première année de familiarisation et une année 2 où on va chercher un petit peu plus loin dans ce qu'il aime sur des concepts un peu différents. Donc là-dessus, je pense que c'est un move assez réussi, en tout cas qui est fait avec une bonne cohérence. Bien sûr, Fleury n'a pas d'expérience encore en tant que play caller NFL, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les coordinateurs offensifs qui accèdent pour la première fois à ce poste-là. Mais c'est un profil de coach qui a joué, qui a entraîné sur beaucoup de positions et qui a passé très très longtemps avec Kyle Shanahan, hein, je crois, sur 6-7 ans presque, il me semble. Donc, qui, je pense, a un regard assez complet du type d'attaque qui est aujourd'hui les plus efficaces, qui sont aujourd'hui les plus efficaces en NFL. Donc, c'est bien sûr quelque chose à surveiller, mais j'ai envie de dire que les échos sont plutôt bons jusque-là. OK, bah, je pense que je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Toi, Edgar, je pense pas que tu une enfin, je sais pas si tu connais particulièrement, Brian Fleury, mais est-ce que du coup, tu aurais quelque chose à ajouter, sur le changement de coordinateur offensif? Sachant que c'est quand même en termes de schéma, comme l'a dit Clément, c'est quand même assez similaire, avec, certainement, des modifications évidemment, mais le langage sera, globalement le même et le concept, global d'une attaque, avec beaucoup de snap under center pour Sam Darnold et un schéma de bloc, en outside zone pour les running backs, et évidemment, priorisé. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, je vais peut-être pas en rajouter trop par rapport à ce que Clément a dit, parce que je pense qu'il en sait déjà bien plus que moi. Juste sur ce que j'ai pu entendre de comment ça s'est passé, etc. Déjà, je trouve que c'est bien joué de la part de Seattle, de se retrouver quelques jours après ton Super Bowl, tu perds ton corps offensif. C'est pas rigolo, tu pourrais te précipiter, tu pourrais, comme le disait Clément au début, la volonté de bah, juste prendre quelqu'un en interne et de dire comme ça, on a une continuité, entre guillemets, on s'embête pas, on reste dans ce schéma. Moi, je trouve que c'est intéressant de prendre quelqu'un qui va quand même amener de la continuité, comme Clément l'a dit, mais qui peut amener quelques petits trucs en plus. Il a appris derrière Shanahan, donc j'ai envie de dire que c'est une des meilleures écoles actuellement, si ce n'est la meilleure. Et en vrai, le fait de ne jamais avoir fait de play calling dans l'idée,
c'est à la fois grave et pas grave, j'ai envie de dire. Et vu les premiers échos de Clément, je trouve que ça réussit déjà et ça a l'air de bien se passer. Donc sur ça, je trouve que la gestion de ce changement a été bien faite. Et je pense que Brian Fleury peut avoir un côté un peu comme McDonald, un peu en défense, mais que le côté offensif, le côté vraiment très huilé, très continuité, très mettre les joueurs à l'aise, un petit peu, j'ai envie de dire. Et c'est ce que tu disais avec le côté ramener un peu des jeux qu'il avait connus à Minnesota, etc. C'est tout ce côté, en fait, entourer le joueur et faire en sorte que bah, les joueurs jouent dans un environnement, un système tellement sain et tellement qu'ils connaissent par cœur. En fait, tu arrives avec des joueurs avec une confiance, j'imagine, presque absolue. Et c'est là où le collectif derrière déroule. Ouais, Et c'est clair. Tu mets les j'aimerais joueurs dans les meilleures conditions. et juste pour rajouter à ce qu'a dit Edgar, aussi ce qu'il faut noter c'est que finalement, Seattle a gardé la grande majorité de son staff offensif également. C'est-à-dire qu'on a un nouveau coordinateur offensif, mais qui s'appuie aussi sur un staff existant, déjà plus ou moins, on va dire, validé par Mike McDonald, John Schneider. Donc, ce qui renforce encore une fois ce côté structure, process et continuité pour cette prochaine saison. Ouais, c'est clair qu'on n'a pas l'habitude de voir, autant de coachs de position, rester en place après le départ d'un coordinateur offensif, puisque souvent ils ont tendance à emmener beaucoup de leur staff avec eux dans la nouvelle équipe. Et là, c'est vrai que Seattle a essuyé très, très peu de pertes au niveau du coaching staff, et au niveau des arrivées, il y a, en termes enfin, autre que Brian Fleury, il y a seulement celle de Thomas Hammock, le running back coach, Ouais. qui nous vient de college football et qui est un coach quand même très, très respecté, sur la position de running back. En Du coup, défense, on a eu quelques arrivées aussi. en défense, on a eu quelques arrivées. Qui est arrivé en défense? On Ah a eu, si, oui, tu as raison. Le j'ai le linebacker trou. coach, qui était chez les Ravens avant. Ravens, c'est pas osé dire, Zach c'est Orr, je crois. Zach Orr, voilà. Zach Orr, et on a reconnu comme un des meilleurs cerveaux du football actuel. Putain, j'ai plus le Ah, nom. ouais, je vois. Il est arrivé en tant qu'assistant QB coach ou quelque chose comme ça ou passing game, Ouais, quelque chose, coordinateur. ou passing game coordinateur, enfin quelque chose d'assez particulier. Ouais, Mais j'ai vous oublié fait son prénom. Et du coup, on fait rentrer un peu de cerveau et de ball knowledge encore plus dans l'équipe. Donc oui, ça c'est aussi un peu ce qui est intéressant. C'est une espèce de Seattle qui devient une espèce de terre de destination pour des coachs de position. Euh, et notamment en défense, enfin, parce que Zakor finalement accepte notamment de rétrograder. Il passe d'un poste de coordinateur défensif à un poste de LB coach. Euh, en dessous de Mike McDonald. Donc, c'est assez intéressant aussi cette direction pour la franchise. Ouais, très juste. Et du coup, bah, Edgar, je te propose qu'on parle un petit peu des forces et des faiblesses, pour les Seahawks en 2026. Je pense qu'évidemment, on peut commencer par, écarter la défense rapidement qui devrait, sur le papier, rester une très, très grosse force de cette équipe. Tu peux nous en dire quelques mots? Et ensuite, les faiblesses, je ne sais pas s'il y en a d'évidentes, mais qu'est-ce qui serait pour toi les points d'interrogation ou les petits motifs d'inquiétude éventuels, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues à la saison, des Seahawks l'année prochaine? Bah non, les forces, comme tu as dit, hein, on va rester dans la continuité, la défense, le système McDonald. Je pense que ce sera les mêmes que l'année dernière, à peu près. Après, aller trouver des faiblesses chez une équipe qui est championne en titre et qui a fait une intersaison qui est bonne et dans la continuité, c'est pas facile. Mais dans l'idée, les seuls points, c'est même pas des faiblesses, c'est des points d'interrogation que je vais plus ressortir, et c'est vous qui aurez les réponses, je pense. C'est le côté au poste de running back. Est-ce que pour vous, il y a assez de choses? Est-ce que pour vous, Jadarian Price est le bon choix? Après, on a vu quand même là, que vous avez ramené, comme tu disais, Emmanuel Wilson. Il y a un peu d'expérience qui est venue autour de lui, un nouveau coach, donc je pense que il arrive dans un bon environnement. Donc moi, c'est plus la question de est-ce que ça va pouvoir fonctionner comme ça a fonctionné l'année dernière avec le duo
Kenneth Walker, Zach Charbonnet. On sait que Zach Charbonnet, lui, reviendra de blessure. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas l'info s'il sera dispo dès week 1. Mais en tout cas, voilà, on va être dans ça. Donc, j'ai un peu cette interrogation au poste de running back. Est-ce que ça va beaucoup bouger le style ou est-ce qu'on va rester dans la même chose? Et après, c'est juste le côté, l'après Super Bowl, en fait, tout simplement. L'après Super Bowl, l'après champion en titre, il faut toujours le digérer. L'année dernière, vous étiez, entre guillemets, l'équipe qui avait la bonne dynamique, etc. Donc ça mettait un peu une cible dans le dos. Mais là, vous avez la cible dans le dos parce que vous êtes le champion en titre. Donc, entre guillemets, chaque équipe qui va vous jouer va vouloir le scalp du champion. Donc c'est plus ce côté, est-ce que j'ai pas envie de dire la lune de miel va continuer, mais est-ce que on peut répéter la même chose et continuer? Moi, c'est plus ces deux petites interrogations-là que je vois. C'est plus de l'interrogation que de la faiblesse, mais c'est là où, pour moi, j'ai le plus de questions actuellement sur les Seahawks. Ouais, c'est clair que le Super Bowl, hangover, ça a touché beaucoup d'équipes, tout au long des années et que, on ne sera peut-être pas, insensible à ça. Je te Je- rejoins sur ce point d'interrogation qui est peut-être parfois irrationnel, mais qui sans doute enfin, ça a eu lieu suffisamment de fois pour qu'on on puisse s'en inquiéter. Toi Clément, tu vois quoi en point fort et en point faible, Moi, j'ai deux éléments de réponse. J'ai pas forcément les mêmes points faibles, les mêmes interrogations, mais j'ai deux éléments de réponse à ce qu'a dit Edgar. C'est vrai que du coup, le Super Bowl hangover existe. Honnêtement, j'y crois très peu avec cette équipe, notamment parce que c'est pas la mentalité et la culture qui lui a permis notamment d'atteindre ce premier titre sous l'ère Mike McDonald qui va encourager ça. On l'a vu notamment avec un Demarcus Lawrence qui voulait prendre sa retraite après le titre, mais qui décide de revenir parce qu'en fait, il voit que l'équipe a un vrai potentiel et qu'en fait, toute la stratégie de Mike McDonald a toujours été le process au-dessus des résultats. Et en fait, ce que veulent ces joueurs et la culture qu'ils créent, c'est devenir un peu la meilleure, je vais faire du coach de développement personnel, mais la meilleure version d'eux-mêmes. Et cette équipe essaye d'atteindre son plein potentiel tout le temps. Donc, ça, dans cette optique-là, j'ai du mal à voir une équipe s'écrouler mentalement parce qu'elle a elle a atteint au bout de plein de sacrifices ce titre. Aussi parce que d'ailleurs, comme on l'a dit, elle gagne assez tôt et finalement les sacrifices entre guillemets restent un peu plus moindres que, je sais pas, imaginons un roster qui court, je sais pas, imaginons celui des Bills qui court depuis plusieurs années après ou celui des Ravens après un titre. Donc je pense que cette approche elle est un peu différente. On a vu Sam Darnold qui dit qu'en plus lui oublie parfois qu'il est champion, qu'il est champion du Super Bowl. Donc ça là-dessus, bien sûr, c'est que cette équipe, ça ne veut pas dire qu'elle va répéter ou quoi que ce soit, mais je crois assez peu à ce péché d'orgueil et de ce relâchement de post-titre. Voilà, ça c'était pour le premier point d'Edgar. Le deuxième, c'est sur le sujet du running back, qui pour moi en effet est une inconnue. Je pense qu'il y a un peu une réécriture de la saison 2025 sur le running game des Seahawks à cause des playoffs, parce qu'on a vu des gros playoffs, notamment de Kenneth Walker au sol. En revanche, en 2025, l'équipe de saison régulière des Seattle Seahawks n'est pas une bonne équipe de course. Enfin, même très moyenne, hein, globalement. Et donc, il est monté en puissance plutôt sur la fin de l'année. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel que cette équipe soit meilleure à la course en saison régulière, malgré les changements, qu'elle l'a été en 2025. Voilà, c'était juste pour le petit aparté pour répondre à ces deux points-là. Nous, les forces et faiblesses, donc les forces, dont on a parlé, la défense, la plus grosse force de cette défense et qui reste inchangée, ça reste la défense à la course des Seahawks. J'attends cette année, je me trompe peut-être, mais je m'attends à voir une bonne attaque, vraiment une bonne attaque dans la continuité de celle qu'on a vue parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés, qui sont dans le même système. On a Rachid Shahid qui a en plus maintenant a une off-saison complète dans ce système-là. On a un Torrey Horton qui va revenir en bonne santé. On a plein de joueurs qui sont en progression, notamment sur la ligne offensive. Je pense, encore une fois, je m'avance peut-être, mais c'est peut-être la meilleure ligne offensive sur le papier qu'on a de l'ère John Schneider. Si on a un Anthony Bradford qui continue sa progression et qui arrive à gommer ces énormes bourdes, je pense qu'on peut faire très mal au niveau des tranchées. Et finalement, moi, mon interrogation, elle va être plutôt sur la défense et elle va être notamment sur ce poste de cornerback avec le départ, donc comme on l'a dit, de Tariq Woolen.
on est un système défensif aujourd'hui qui utilise donc un peu tous les préceptes de Vic Fangio et dont la faiblesse est souvent face aux formations adverses donc qui ont tendance à isoler ou un peu, il y a le retour du receveur numéro 1, donc on va souvent isoler 3 cibles d'un côté et une de l'autre. On a souvent un quarterback qui est laissé tout seul sur un îlot. Ce joueur-là, ça risque d'être Josh Joby. Aujourd'hui, est-ce que Josh Joby est capable de faire une saison, j'allais dire équivalente à celle de la saison passée, même si on l'a vu en difficulté sur la fin? Honnêtement, je ne sais pas. Donc moi, mon interrogation elle est plus là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que la défense va s'écrouler ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une vraie source, pas d'inquiétude, mais de questions, en tout cas, sur le potentiel de la défense des Seahawks version 2026. Bah écoute, tu as été très très complet et donc je n'aurais pas beaucoup de choses à rajouter après tout ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur la ligne offensive, puisque c'est vrai que au début de la saison dernière, on avait nos 5 starters sur cette O-line qui étaient sous contrat rookie. Après, il y a Abraham Lucas qui a prolongé, donc c'était plus vraiment son contrat rookie. Il a prolongé pendant la saison, mais c'est vrai qu'à la week 1 de 2025, on avait 5 O-linemen sur 5 qui étaient sous contrat rookie. Donc ça reste une ligne qui est assez jeune et donc dont on peut attendre encore une progression. Je suis d'accord aussi avec toi sur les motifs d'inquiétude. Moi, je rajouterais peut-être un motif d'inquiétude, mais qui est bon, celui-là, il a lieu tous les ans, mais il m'inquiète plus que pour certaines autres franchises. C'est celui de la profondeur au poste de receveur, parce que même si on a quand même des jeunes prometteurs, je trouve que notre attaque à la passe a beaucoup reposé sur Jackson Smith-Njigba, hein, qui est à quasiment la moitié des targets de l'équipe. Mais surtout que si en fait JSN se blesse, on a beaucoup de receveurs 3 qui sont très bons dans des rôles particuliers. À voir si Shahid pourra prendre l'alchimie avec Sam Darnold sera plus stable que l'année dernière, puisqu'il est arrivé en milieu de saison. Donc il a été jeté dans le schéma directement. Là, je pense qu'on peut s'attendre à un petit développement de cette connexion-là. Cooper Kupp qui, d'après les revues du training camp, est encore très très haut dans son art, malgré l'âge et les blessures qui ont eu lieu. L'année dernière, on a eu de la chance, il n'a pas du tout été blessé. Mais j'avoue que sur ces postes-là, j'ai peut-être un peu peur que si on a une blessure, on n'ait pas la profondeur suffisante pour Ouais, compenser et on doive radicalement changer de visage d'une semaine à l'autre et ça va peut-être pas nous réussir. On a un Donc, peu doublon de profil finalement avec Shahid et Horton. Et c'est et vrai que Horton, si ouais. aujourd'hui tu as un blessure rien qu'un Cup, il est très très difficile à remplacer Ouais, sur ce bah, qu'il fait Cup, tu aujourd'hui. peux éventuellement avoir un Jake Bobo qui peut compenser pour un match ou Ouais, deux. Mais si JSN se blesse, bon, après, ça, c'est pour toutes les franchises. Si Ja'Marr Chase se blesse, les Bengals oui. perdent beaucoup. Si Justin Jefferson se blesse, les Vikings perdent beaucoup. Là, j'ai l'impression de dire une évidence, mais c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas de backup qui est capable de remplacer JSN dans aucune franchise, hein, mais c'est vrai que notre attaque à la passe dépend tellement de lui et passe tellement par lui que si jamais on le perd, ça risque de tout changer et d'être beaucoup plus difficile. Du coup, vu qu'on a parlé des forces et des faiblesses, je vous propose de vous demander vos attentes réalistes pour Seattle et éventuellement de me donner un ou deux joueurs que vous allez suivre et dont vous attendez une progression ou un développement cette année. Edgar, toi, tu attends quoi pour Seattle cette année? Bah, je leur souhaite de faire la même chose que l'année dernière, hein, de toute façon. Mais dans les attentes, je m'attends en saison régulière peut-être à une toute petite redescente. Je crois que l'année dernière, vous faites 14-3, si je me souviens bien. Là, Ouais, peut-être plus 12-13, je dans vous le mets le sens calendrier sous les où yeux.
si jamais. Ah, bah ouais, dans le sens où je pense que vous avez un calendrier qui est très dur, pas forcément dans, on va dire, les équipes, etc., mais plus dans le côté où votre bye week arrive assez tard par rapport à la plupart des équipes. Donc, ce côté repos va arriver un peu plus tard. On va dire dans la division, bon, de toute façon, ça va se jouer avec les Rams, donc ça va se jouer dans les 3 derniers matchs, je pense à ce niveau-là. Mais je pense qu'il peut y avoir un ou deux petits pièges sur la route. Mais déjà, le premier match, tout simplement, c'est un piège parce que c'est un remake du Super Bowl. Donc, vous arrivez en tant que champion, eux arrivent avec un couteau entre les dents en week 1, même bien préparé, ça peut toujours être une petite galère. Les Chiefs, je sais pas, enfin, on va voir au fur et à mesure de la saison, mais ça peut être une équipe chiante à jouer si, on va dire, Patrick Mahomes revient, n'est plus blessé, etc. S'il reste au complet, ça peut être un match compliqué. Après, je me dis, les deux matchs contre les Rams, ça sera pas cadeau. Les 49ers, c'est jamais simple à jouer. Peut-être encore plus le premier, le deuxième et après une bye week, donc voilà. Donc, on va dire, je vois plus un 12-13 victoires, là où l'année dernière, vous étiez à 14. Je vois une petite redescente à ce niveau-là et possiblement, et du coup, peut-être wildcard selon par rapport aux Rams, si vous arrivez à prendre la division ou non. Ouais, puisque pour toi, le vainqueur de cette division sera first seed en playoff, a priori, c'est ça que tu Ouais. sous-entends? Moi, Ok. oui. Et toi, Clément, du coup, même question, qu'est-ce que tu attends pour ces Seahawks en 2026? Est-ce qu'il y a des joueurs clés ou des choses que tu vas suivre plus particulièrement que d'autres? Bah, ce que j'attends, enfin, du coup, avant de passer plutôt à la partie un peu plus prono là, et bilan, j'avoue que moi, ce que j'attends, moi vraiment, j'attends beaucoup de l'attaque cette année. En fait, j'ai vraiment envie de voir cette attaque progresser. J'ai envie de voir cette O-line bonne. J'ai envie de voir une montée en puissance là-dessus de tous les profils jeunes et bons qu'on a. Donc moi, c'est ce que j'attends. Après, sur la défense, comme je l'ai dit, reste curieux sur l'aspect du secondary. J'ai quelques joueurs que j'ai identifiés cette saison que j'ai envie de suivre. Il y a Riley Mills en défense, notamment, qui a été blessé une grande partie de la saison dernière, qui est allé chercher son premier sac en carrière au Super Bowl. On en attend vraiment que du bien, globalement, du training camp. On a l'impression que vraiment quelque chose s'est débloqué chez lui. Donc ça, j'en attends beaucoup en défense. En fait, il y a tellement de joueurs dont j'attends. Il y a Byron Murphy qui a fait une saison exceptionnelle, mais qui a envie d'aller chercher un peu plus de pression aussi à l'intérieur. Je suis très curieux aussi de Anthony Bradford version 2026, qui est quand même un joueur dont on s'est beaucoup moqué, mais finalement qui a une progression très linéaire à son poste, au poste de garde. J'attends aussi beaucoup d'un Derrick Hall qui, en fait, aura bien plus de snaps parce qu'il n'y a plus Boye Maffé. Il va vraiment falloir qu'il passe un cap dans le pass rush. Il a eu un contrat qui lui demande, en tout cas, de le prouver. Et après, Jadarian Price aussi également dans le poste d'être propulsé directement peut-être numéro 1. On a vu plutôt dans Hard Knocks, en tout cas, on a vu des images plutôt positives de ce joueur-là. Donc, ouais, moi, c'est à peu près Mills, Bradford, Hall, Price. C'est un peu les 4 joueurs que j'ai envie de suivre cette saison. Et je me permets d'en rajouter un, puisque de toute façon, je cite la moitié du roster. Également, Rachid Shahid, comme je l'ai dit tout à l'heure, après une intersaison entière. J'ai vraiment très envie de voir ce que ça donne dans un système de play action avec un Sam Darnold qui a vraiment pas peur de pousser le ballon dans le fond du terrain. Donc voilà, c'est un peu mes curiosités, mes points à suivre de la saison 2026. Bah, écoute, je te rejoins 100 sur Riley Mills, que je vais suivre de très, très près cette année. Moi, je rajouterais peut-être, Drake Thomas qui a fait Oui, une saison XXL, l'année dernière, alors qu'on n'en attendait pas du tout autant et qui du coup, a signé un contrat de 2 ans, de plus avec nous et attendez de qui, rien d'ailleurs, franchement, on pensait que Knight serait titulaire ouais. en défense après sa première grosse saison rookie. Ouais, exact. Du coup, ça va être, une belle saison à suivre et si on arrive à avoir au week 1, titulaire Jadarian Price et titulaire Bud Clark, nos 2 rookies des 2 premiers tours, ça Mm. me fera aussi, bien plaisir de voir des nouveaux joueurs en action sous les couleurs des Seattle Seahawks. Moi, ce que j'attends et ce que j'espère surtout pour cette saison,
c'est que, on ait une progression. On avait vu l'année dernière que Klin Kubiak, ça avait pris quelques semaines à s'adapter, en attaque. On avait vu je pense à la week 1 contre les Niners où on avait suivi un plan de jeu qui n'était pas celui auquel on s'attendait et on sentait qu'il y avait encore quelques petits ajustements à faire. J'attends de voir si, enfin j'espère voir une montée en puissance de cette mesure puisque, on a un sacré gauntlet, entre la week 4 et la week, 8 on va dire avec, 3 équipes de l'AFC West, plus les 49ers et les Bears, qui ont fait une très bonne saison l'année dernière. Donc, j'espère, ouais, qu'on sera prêt pour ça et évidemment qu'on sera, encore dans la course pour essayer de s'imposer contre les Rams, puisqu'on les affronte, c'est vrai, 3 fois on les affronte 2 fois dans les 3 dernières semaines et peut-être, une fois de plus en playoff si jamais, il y a une équipe qui a le seed, 2 et l'autre qui a le seed 5 par exemple. Donc, ça pourrait être, un triptyque, encore plus épique que celui de l'an dernier. Au niveau du prono, du coup, bon, c'est très, football fiction, mais, qu'est-ce que Edgar, tu nous avais dit, que l'année dernière, on était 14-3 et que là, cette année, du coup, tu vois une petite régression à peut-être 12 ou 13 victoires. Mais, du coup, Clément, en regardant le calendrier comme ça, au pifomètre, est-ce que, enfin, à peu près, à quel bilan tu nous vois finir, la saison régulière? Moi, je pense que, comme Edgar, je pense qu'on va chercher, on va finir sur un 12-5. Je pense sans doute 11-12-5, sans doute deuxième seed, deuxième place de la division. Dans les matchs que je vois, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent quand même. Ouais, jusqu'à la week 4, ça peut le faire. En vrai, cette année, alors je me trompe peut-être, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la saison de la fin pour les 49ers. Je ne vois pas nécessairement perdre contre eux non plus, les Cardinals non plus. Après, les Rams, bien sûr, ça va être très compliqué. Donc non, je pense qu'un 12-5 est envisageable. Je pense en revanche alors, l'objectif est bien sûr on sait que c'est rare, on sait que c'est difficile. Statistiquement, il y a plus pas que ça arrive. Mais donc, non, mais je nous vois quand même aller en playoff, faire des bons playoffs et potentiellement sortir en fonction de quand est-ce qu'on croise les Rams, peut-être sortir sur un joli triptyque, comme tu l'as dit. Donc, non, non, je nous vois bien sortir en finale de conférence cette année, l'année qui arrive. OK. Bah, écoute, c'est enregistré, ce sera, déformé, amplifié et répété Ouais. partout sur les réseaux sociaux. Non, je rigole. Ouais, moi, Surtout la partie où je les 49ers sont finito. ouais, Ouais. c'est sûr. Non, moi, je pense que je suis à peu près dans ces eaux-là aussi, 12 ou 13 victoires, ça me semble, assez réaliste et assez plausible. Hem, est-ce que quand je vois ce calendrier, je pense que le 17-0 est impossible? Je suis pas sûr. Je veux enfin, ce sur quoi je miserais, mais je me dis que, heu, voilà, s'il faut ressortir un extrait où quelqu'un en parle, je veux bien me mouiller la nuque et me dire que, s'il y a une équipe, sur les 20 dernières années qui peut le faire, pourquoi ce serait pas Ouais. celle-ci? Si, tout continue à cliquer comme ça a été le cas, tu l'as dit, hein, c'est une équipe qui a gagné très vite dans sa fenêtre de tir, pour le Super Bowl. Elle a gagné très, très tôt. En fait, elle a gagné, dès l'ouverture de la fenêtre et normalement on est sur, je pense une fenêtre de au moins, 2-3-4 ans, avec, le roster qu'on a actuellement si tout se passe bien. Et donc, ouais, pourquoi pas, peut-être, un back to back, Ouais. en NFC Championship et pourquoi pas une saison régulière sans défaite. Ça c'est déjà arrivé, ça pourrait réarriver. Ce, Donc voilà, je ce dis ça, calendrier. c'est une bouteille à la mer, mais Ouais, ça, on croise les doigts, mais moi, la petite question que j'ai sur ce calendrier, alors en fait, j'avoue que j'ai un peu toujours du mal parce que chaque saison, de regarder le calendrier, puisqu'on se fait une idée des équipes qu'on voit, mais finalement, la réalité de la saison est jamais celle qu'on se faisait. Mais je trouve que finalement, alors il y a plein d'équipes enfin on a des matchs abordables, mais il y a assez peu de matchs très faciles, entre guillemets. Alors rien n'est jamais facile en NFL, mais je dirais, on a quoi? On a les Riders, Giants, ouais, Cardinals dans un certain degré. Mais oui, il y a assez peu de matchs, entre guillemets,
100% évident, quoi. Bon, après, Ouais, c'est donc à vrai. voir. Bah, plus le temps passe, plus je commence à avoir peur pour ces Commanders, qui, Ouais. ne sont sur le papier assez loin de leur performance, sur la saison 2024. Mais, c'est vrai qu'il y a pas de match cadeau. C'est vrai qu'on n'affronte pas les Jets, on n'affronte pas les Dolphins, on n'affronte pas, Mm. ces équipes. Après, on affronte quand même 2 fois les Cardinals, mais on n'affronte pas, par exemple, les Browns ou quoi. Donc, Ouais. on verra, mais, c'est un calendrier qui en tout cas, aura des belles affiches, et des belles rencontres à nous proposer, et c'est, en tant que fan de football américain, c'est ce qu'on attend en Ouais, priorité. Donc, d'accord. c'est Et le ça fait principal. plaisir, surtout quand tu as gagné l'année passée, parce que tu as toujours envie de gagner, mais c'est un peu différent. Là, Mmh mh. là j'ai vraiment envie de voir C'est ce que que du peut donner bonus. cette équipe, ouais, à son potentiel max. OK. Du coup, dernière question, c'est la question bonus de l'épisode. Si toi, tu étais general manager des Seattle Seahawks, qu'est-ce que tu aurais fait de différent, et surtout qu'est-ce que tu ferais, aujourd'hui? Qui goes Est-ce que first? toi, bah, Euh, allez, Edgar, en vrai, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, est-ce que tu Ah ferais oui, d'accord, moi un aussi. big move, par exemple? Euh, un big move, je sais pas. Euh, ah oui, je m'étais pas préparé. D'habitude, je la posais toujours que à l'invité, celle-là. ouais. Euh, Contre Uno. qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Qu'est-ce que Je tu ferais pense de que plus? j'aurais peut-être pris un risque, mais je serais peut-être, j'aurais peut-être essayé d'aller chercher pour moi, c'est un running back en plus ou différent d'Emmanuel Wilson. Mais je serais peut-être tenté d'aller chercher une autre option qu'on a pu voir bouger, mais un joueur peut-être un peu plus vétéran que à ce niveau-là pour vraiment consolider et avoir un trio Charbonnet, Jadarian Price et un vétéran encore un peu plus âgé avec un style de jeu différent. Genre Il y Giorgio Lani, par a- exemple? il y avait des profils possibles en free agency là-dessus. Ouais, il y avait un Travis Etienne qui est parti chez les Saints, mais Ouais, ça coûte assez Et cher, quoi, pour, c'est trop c'est cher, cher, ouais. ouais, Enfin, en c'est plus. vrai, tu payes, autant payer Walker, quoi. c'est ça. C'est ça. Non, non, ça aurait Moi, pas été à ce niveau-là. ouais, avant de te redonner la parole, Clément, je pense que, Edgar, s'il y avait un big splash à faire, parce que c'est vrai qu'on est dans une fenêtre, Super Bowl là, enfin, on peut pas, le nier puisqu'on vient de le remporter. Donc s'il y avait un all-in à faire, je pense que John Schneider, lui, le ferait pendant la saison, comme il l'a fait, sur les 3 saisons dernières, où on a eu, chaque année à la mi-saison, le trade pour, Rashid Shaheed. Avant, c'était le trade pour Ernest Jones, et encore avant, le trade pour Leonard Williams. Donc, c'est pas exclu que s'il y a un big splash qui est fait, pendant la saison, ce soit, avant la trade deadline pour, je dis ça au pif, mais un joueur comme Max Crosby, par exemple. Ah oui, ouais, je vois. Ouais, non, ça paraît intelligent et très dans votre ADN. Ouais. Toi, Clément, tu as un avis sur la question? Non, pas tant. Toujours savoir, enfin, les potentiels trades, c'est toujours compliqué. Bon, bien sûr, quand tu vois les Rams avec un Myles Garrett, ça fait toujours un peu rêver. Après, est-ce que j'aurais voulu braquer la banque dans l'état du roster actuel pour Myles Garrett? Je suis pas sûr. Enfin, les Rams avaient la structure pour absorber ça. Nous, je sais pas. Enfin, en termes de capital, de monnaie, de plein d'éléments. Nous, est-ce que ça faisait sens? Peut-être pas. C'est vrai même un Max Crosby me fait un peu rêver, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, ces moves font toujours un petit peu rêver. Je te rejoins 100% sur le fait qu'en fait, si ça arrive, ce sera plutôt en cours de saison. Non, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Le seul élément que j'aurais pu faire un peu différemment, c'est le fait de re-signer peut-être Tariq Woolen sur le contrat d'un an. Après, on en a pas parlé dans ce podcast, mais ça fait aussi, il y a des sujets de comportement qui ont l'air assez importants et qui expliquent quand même pourquoi la ligue ne lui a pas, enfin, le marché ne lui a pas vraiment souri. Donc ça aussi, dans une saison de redite où tu as déjà tout prouvé et qu'il faut vraiment retrouver une autre motivation, est-ce que ça faisait pas aussi sens de s'en séparer finalement?
Donc non, je sais pas. Je suis au regret de vous annoncer que j'ai pas grand-chose que je ferais différemment. J'ai pas l'impression qu'on ait eu beaucoup d'occasions manquées sur des joueurs qu'on aurait loupés. Il y a eu des années chez les Seahawks où il y avait vraiment un gros garde et on était là, pourquoi Schneider il va pas Ouais. J'ai l'impression que cette année, pas tant. Il n'y avait pas de joueurs dans la free agency qui pouvaient énormément nous intéresser. Alors, qui pouvaient nous intéresser, on va dire, au moment où on ne savait pas qui on allait re-signer. En effet, Oui. on était un peu, voilà, qui est-ce qu'on pourrait aller chercher. Une fois qu'on sait, là, on sait, on a nos re-signatures, qui on a tradé, enfin, qui on a laissé partir, etc. J'ai pas l'impression qu'il y avait de gros profils pour nous à aller chercher. OK, bah, c'est noté et du coup, tu n'auras pas le droit de critiquer Josh Snyder cette année entière. Non, je rigole. Bien sûr que si. Et qu'est-ce que Heu, je ferais si j'étais GM? Je recruterais le compte Seahawks France en community manager de cette magnifique franchise des Seattle Seahawks pour me permettre de tweeter sur les 49ers à longueur de journée avec un compte avec beaucoup plus d'abonnés. ça, c'est une très bonne réponse, à mon avis. Bah, du coup, on arrive, déjà à la fin de cette preview. J'espère que ça vous a plu et qu'on aura été suffisamment succinct sur, toutes les facettes de la franchise et ce qui changeait, entre l'année dernière et cette année. Merci beaucoup Edgar, merci Clément, d'avoir été là pour, apporter, plus de points de vue et de débat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions si vous en avez, sur les Seahawks, sur Twitter directement à Clément ou sur les commentaires de cette vidéo et je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao, ciao tout le monde. Merci à vous deux. Salut tout le monde.